Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à Andria Fads. Il est maître de conférence à l'Université de Corse et plus particulièrement politologue. Et si on le reçoit aujourd'hui, c'est pour nous parler des élections municipales. Emmanuel Macron avait promis l'affaissement des blocs traditionnels gauche et droite, mais l'analyse récente des dynamiques électorales prouve que ces blocs idéologiques sont bien présents et n'ont pas l'intention de disparaître, que ce soit en France ou en Corse. Qu'en pensez-vous? Disons qu'aujourd'hui, avec cet affaiblissement du bloc central sur lequel misait Emmanuel Macron depuis 2017 et la montée en puissance à gauche de LFI et à droite du RN, on a vraiment une tripolarisation, une tripartition de l'espace politique qui rend le pays forcément plus difficile à gérer, comme l'a été l'Italie avec l'irruption du Movimento Cinque Stelle. Est-ce que c'est l'effondrement du bloc central et au final une polarisation entre une idéologie de gauche et celle de droite, l'idéologie de la relance et l'idéologie de l'offre? Alors, l'effondrement, pas encore. Le déclin, oui, puisqu'il n'a plus qu'environ 220 sièges. On peut compter 230 avec des apparentés. Ça reste le premier bloc quand même à l'Assemblée nationale. Mais évidemment, par rapport à 2017, il a connu un reflux très, très sensible. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment des considérations uniquement économiques dans cette nouvelle structuration de l'offre politique française? Je ne crois pas. Je crois que le Rassemblement national continue de prospérer avant tout sur cette question de l'immigration et de la sécurité, sur ces questions privilégiées de l'immigration et de la sécurité. Et que d'ailleurs, depuis 2024, depuis la première opportunité qu'il a eue de devenir le premier parti de France, on l'a vu se relibéraliser. Je veux dire, le Front National de Jean-Marie Le Pen était un parti nationaliste, mais aussi libéral. Il est devenu beaucoup plus à gauche dans les années 2010, notamment sous l'impulsion de Florian Philippot. Et depuis 2024, Marine Le Pen a très bien compris que sans rassurer les milieux d'affaires, il était impossible pour lui de pouvoir parvenir au pouvoir. Donc la plateforme économique du Rassemblement national depuis 2024 a sensiblement évolué dans ce sens-là. Et de votre point de vue d'observateur, est-ce que vous voyez dans les médias ou dans l'opinion des signes d'un discours plus polarisé aujourd'hui et comment vous l'appréciez? Plus polarisé certainement, alors avec des facteurs qui sont aussi internationaux, je veux dire le style Trump qui pour le moment a été au moins électoralement gagnant, influence aussi beaucoup d'acteurs français et notamment du côté de la droite radicale, de ses alliés les plus naturels. Oui, il y a polarisation, il y a un discours politique qui est devenu beaucoup plus brutal, voire violent, il y a des comportements contestataires au sein même de l'Assemblée nationale, et on a tout ça qui est accompagné aussi par les réseaux sociaux, sur lesquels l'échange d'arguments rationnels est plutôt minoritaire par rapport à l'échange d'invectives. Donc cet affaissement du bloc central aux prochaines municipales, comment il va se traduire? Il va y avoir des stratégies de conquête à droite comme à gauche pour pouvoir imposer une ligne politique? Bien évidemment, bien évidemment. Alors la gauche aux élections municipales de 2020 avait réalisé des performances assez marquantes, notamment les écologistes, avec la mairie de Bordeaux par exemple. Euh, la gauche va essayer de trouver des voies d'alliance, sachant qu'elle est aujourd'hui fracturée entre LFI, qui a la position la plus radicale, et le Parti socialiste qui cherche un accommodement avec le bloc central, parce qu'il considère que c'est la stratégie à tenir aujourd'hui, dans un contexte d'émiettement et de défiance de l'opinion publique. Je veux dire, le niveau de défiance aujourd'hui des Français par rapport à leur classe politique est absolument inédit. On a des partis politiques qui ont un niveau d'opinion positive qui va être autour de 10%, voire moins, je veux dire, ce qui était le cas longtemps en Italie aussi. Et bien évidemment, il y a des stratégies différentes. La gauche unie, ce ne sera vraisemblablement pas dans toutes les communes. Et face à cela, il faut dire aussi que on dira la part plus libérale de l'espace politique, qui est très large, c'est vrai, n'est pas plus cohérente au sein même du fameux bloc central sur lequel s'est appuyé Emmanuel Macron depuis 2017. Les tensions sont aujourd'hui ouvertes, avec notamment la défiance d'Édouard Philippe, qui était considéré comme son successeur le plus naturel, et qui, en demandant au président de se retirer en début d'année 2026, a quelque part commis quasiment un casus belli. Donc ce bloc central non plus n'est plus cohérent. Ça fait les affaires du Rassemblement national qui, parfois on a l'impression, n'a besoin de rien faire pour progresser dans l'opinion.
Quel poids elles ont, ces élections municipales à 2 ans de la présidentielle? Aujourd'hui, c'est une question qui revient souvent. Dès qu'il y a une question politique d'ampleur nationale, on demande à l'intervenant mais que pensez-vous des présidentielles? Que pensez-vous des présidentielles? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un mal de candidats pour les présidentielles? Un mal de candidat, non. Un mal de bon candidat, peut-être. C'est pas pareil. Alors, les élections municipales ne permettront pas de prédire le résultat des élections présidentielles. Ça, c'est absolument impossible. Ce sont des élections totalement différentes. Je ne dirais pas qu'il y a 35 000 élections municipales. Non, bien sûr, il y a des rapports de force politiques nationaux qui s'y établissent aussi. Il y a un certain niveau de nationalisation du scrutin, notamment dans les grandes communes. Mais on ne pourra pas prédire le résultat des élections nationales de 2027 à partir du résultat des élections municipales. Ça, c'est totalement impossible. Il ne faut pas s'engager sur ce terrain-là. Bien évidemment, si un parti est très affaibli suite à ce scrutin, on considérera que ses chances pour la présidentielle sont un peu plus faibles. Mais il ne faut vraiment pas penser en termes d'automaticité. On ressent sur la Corse. La Corse, elle, dépend énormément de l'investissement public et de sa dotation territoriale. Ça va être une question politique majeure. Est-ce que cette question va se retrouver dans le débat public et dans les élections en Corse, plus particulièrement au municipal? Alors je n'en suis pas certain. On peut considérer que le niveau de la dette territoriale qui augmente, qui a franchi le milliard, préoccupe pas mal de citoyens. Mais au niveau local, en Corse, on considère avant tout, et peut-être plus qu'ailleurs, la qualité des candidats, leurs relations interpersonnelles, leur capacité à convaincre et apporter certains projets. Alors, bien évidemment, c'est d'autant plus le cas dans les petites communes. Dans une grande commune comme Bastia, peut-être qu'un certain dégagisme aura plus de poids. Mais il n'empêche que les élections municipales, par essence, sont beaucoup plus focalisées sur les candidats eux-mêmes que sur les projets qu'ils portent, qui souvent sont faciles à partager par l'ensemble des candidats présents. On arrive sur la 11e année de ce qu'on appellera le particularisme nationaliste sur la scène politique en Corse. Comment ce particularisme va continuer à vivre avec ce grand réalignement idéologique national? Est-ce que vous pensez que la Corse va peu à peu se retrouver sur les mêmes clivages nationaux, ou est-ce qu'elle va garder sa spécificité politique? C'est un clivage national et international. L'acceptation du libéralisme mondialisé ou son refus. C'est un clivage qui dépasse largement les frontières françaises. Et qu'on retrouve en Corse aussi, et c'est normal, notamment sous l'influence des médias nationaux, mais aussi sous l'influence des réseaux sociaux. Je crois que c'est normal. Alors ça ne veut pas dire que le nationalisme corse va disparaître demain. Ça veut dire qu'il est appelé à prendre des positionnements peut-être un petit peu plus précis par rapport à ces questionnements-là. Le nationalisme corse, son succès a été dû en grande partie à sa capacité à rassembler des électeurs venus d'horizons très différents. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus, et a fortiori lorsqu'on est en situation de responsabilité. Alors, ça ne veut pas dire que tout se situe là. Tout ne se situe pas là. Il est bien évident qu'au terme de 10 ans de pouvoir, normalement, le pouvoir use. Et ce nationalisme est plus en difficulté aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 5 ans. Au municipal de 2020, il a bien progressé, le nationalisme corse. En revanche, on attend un petit reflux pour l'an prochain, sous l'effet de ces divisions internes, voire de ces concurrences parfois assez rudes, acharnées, et aussi sous l'effet tout simplement d'une certaine lassitude d'une partie de ces soutiens de 2015, 2017 et 2021. Est-ce qu'on va rentrer dans une phase de post-nationalisme? C'est-à-dire que ces 10 dernières années, on s'est retrouvé avec un parti politique qui était majoritaire à l'échelle territoriale et qui a rassemblé plusieurs sensibilités au sein même de ce parti. Est-ce qu'aujourd'hui, on va peut-être affiner les tendances de nationalisme? Est-ce qu'on aurait des nationalistes de gauche, du centre, de droite? Il y a des préférences idéologiques qui apparaissent plus ou moins. On voit Cory Fronte, par exemple, en termes économiques et sociaux, me paraît être sensiblement le plus à gauche. C'est pas quelque chose qui est tout à fait nouveau. Peut-être que ces tendances-là devront être affirmées un peu plus, ce qui comportera un risque pour ces partis-là. Qu'il y a encore une fois l'indéfinition,
la sous-définition idéologique les a bien servis pendant des années, et notamment dans les années 2010, ces années d'essor électoral fatidique. Je veux dire, on a quand même un nationalisme corse qui rassemble 68% des suffrages exprimés en 2021, c'est un record d'Europe. C'est plus qu'au Pays Basque. Mais normalement, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Je veux dire, forcément, lorsqu'on atteint des sommets pareils, il y a ensuite un reflux. Et le système politique corse est manifestement dans une étape de recomposition. Est-ce que ça signifie la disparition ou des changements sensibles dans l'orientation des partis nationalistes? Je suis loin d'en être certain. En termes de recomposition, justement, lors des dernières échéances électorales, que ce soit les présidentielles et plus particulièrement les législatives, un parti s'est fait remarquer encore, c'est le Rassemblement national qui a réalisé des scores importants sur l'île. Y a-t-il des acteurs politiques locaux qui pourraient tirer parti de ce réalignement pour se rapprocher des partis nationaux? Alors, il y a bien évidemment cette alliance entre le Rassemblement national et le jeune parti Moussa Palatina qui fait parler beaucoup en Corse, mais aussi sur le continent. Il y a un article du Monde qui a été consacré à cette nouvelle alliance. Ce qui est étonnant dans la progression de la droite radicale ou de l'extrême droite, si on veut, en Corse comme sur le continent, c'est qu'elle ne profite qu'au Rassemblement national. Comme s'il arrivait à capitaliser à lui seul tout le mécontentement, je veux dire, au-delà même des positionnements idéologiques, tout le mécontentement des Français et des Corses. Ça, c'est assez étonnant. Est-ce qu'il y a d'autres alliances qui pourraient se rapprocher des dynamiques nationales? J'ai vu par exemple sur RCFM que Jean-Charles Orsucci se sentait proche de Laurent Marcangeli. Est-ce qu'on risque de voir au final un front républicain, entre guillemets, et les nationalistes de l'autre? Il est parfaitement possible que Jean-Charles Orsucci, qui conserve une identité de gauche, mais qui est quelqu'un qui a soutenu dès le début le président Macron, soit proche d'un Laurent Marcangeli, qui a été lui-même ministre du président Macron. Moi, je ne trouve pas ça très étonnant. En revanche, comment vont se situer certains nationalistes, donc notamment le PNC, par rapport à ce type de rapprochement assez naturel, là, c'est plus compliqué à savoir. Peut-être que par rapport à leur base, à leur électorat de base, ça pourrait constituer une certaine gêne. Donc, il y a des arbitrages savants qui vont devoir être faits, ça c'est certain. Concernant alors donc toujours ce réalignement national, est-ce qu'il pourrait inciter des citoyens qui s'étaient éloignés de la politique à revenir voter localement, ou cela risque-t-il au contraire d'accentuer l'abstention si les enjeux nationaux prennent le pas sur les réalités locales? Je pense impossible en Corse que les enjeux nationaux prennent le pas sur les réalités locales. Je veux dire, véritablement, on a encore des élections municipales où on dépasse allègrement les 90% de participation. Alors, certes, pas dans les plus grandes communes, mais ça arrive relativement souvent dans les petites. Quand il y a une compétition féroce d'une petite commune, quasiment tout le monde va voter. Et je veux dire, on ne vote pas par rapport aux enjeux nationaux, très loin de là. Très loin de là, ce sont des enjeux personnels, familiaux, spécifiques, qui sont en jeu et totalement illisibles pour ceux qui ne font pas partie de la commune d'ailleurs. Peut-on, à votre sens, s'attendre à des surprises lors de ces municipales, comme une percée inattendue d'une nouvelle force, ou le retour de figures locales qu'on voyait peut-être en second plan? Il y a toujours des surprises sur 360 communes. C'est impossible qu'il n'y en ait pas. Alors, les élections municipales sont considérées classiquement, pas qu'en Corse et qu'en France, au niveau international, comme plus favorables aux sortants. Le sortant a le temps de se préparer pendant 6 ans ou 5 ans ailleurs, a le temps de se préparer pendant 6 ans, trouver les meilleurs colistiers, savoir convaincre les récalcitrants, veut dire, lui est là tout le temps, tandis que ses opposants sont là pendant 6 mois ou 1 an maximum. Donc ils sont beaucoup moins présents, ils ont beaucoup moins de pratique du terrain. Sans rentrer dans la politique fiction, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un changement d'équilibre sur les grandes mairies insulaires? Alors, écoutez, là, c'est très difficile. Veut dire, manifestement, la majorité ajaxienne est forte, mais la concurrence du Rassemblement national sera aussi bien plus forte que les fois précédentes. Je veux dire, si la continuité des élections législatives survient, veut dire, les élections législatives ont été une surprise énorme pour beaucoup de monde, des candidats parfaitement inconnus de toute la population qui font 30%, 35%, 35% c'était M. Filon qui est un peu plus connu, c'est vrai, qui font 25-30% des voix au premier tour. C'était absolument confondant. Et je veux dire, si cette continuité-là
existe, ce qui est tout à fait possible, hein, vu ce qui se passe au niveau national, eh bien, il est fort possible que le Rassemblement national, avec Moussa Palatine, à Ajaccio et à Bastia, réalise d'excellents scores. Alors, je ne sais pas si ça suffira pour prendre ses mairies, loin de là, mais je veux dire, ça pourrait constituer une nouvelle étape je veux dire, du système politique corse. La logique ultra-locale des municipales n'est pas la même que celle législative. Est-ce que vous pensez que l'effet de l'affiche RN et du dégagisme ambiant pourrait se retrouver, ou vous pensez que justement la localité du scrutin municipal va prévaloir? Disons que les législatives de 2024 étaient très particulières dans le sens où elles étaient organisées suite à une dissolution qui a surpris tout le monde, y compris les propres soutiens les plus proches du président, le Premier ministre pour ne pas le citer. Hein. Une dissolution qui a été vécue par beaucoup de Français comme quelque chose d'inouï, veut dire comme finalement une incapacité à assimiler le rejet personnel que subit le président de la République. Donc il y avait un contexte quand même un petit peu particulier. Depuis un an, le Rassemblement national a un énorme groupe à l'Assemblée nationale. Il est sur tous les plateaux de télévision, en particulier de certaines chaînes. Disons que les citoyens français et corses ont eu beaucoup plus de temps pour le jauger plus finement. Au final, quels sont les enjeux politiques de ces élections municipales pour la Corse ? Le premier enjeu, me semble-t-il, est la capacité de résistance du parti au pouvoir territorial, celui de Gilles Simeone, le président du conseil exécutif. Fais-moi gourse. Donc Gilles Simeone est président du conseil exécutif depuis 2015. C'est l'homme politique le plus influent de Corse, mais depuis 2021, depuis sa victoire à la majorité absolue aux élections territoriales, a connu malgré tout des coups assez durs, notamment la perte d'un siège de député, et des attaques incessantes, notamment de la part des autres partis nationalistes, ce qui l'a considérablement affaibli politiquement. Donc, est-ce que durant ces municipales, Fais-moi gourse, va réussir à résister au feu croisé de ses adversaires politiques? Ça n'est pas évident du tout, et cela pourra peser d'un lourd poids sur les futures échéances législatives en 2027 et plus encore territoriales en 2028. Qu'est-ce qu'il faudra retenir alors de ces municipales ? C'est un test où tout le monde compte ses troupes avant qu'il y ait ce que certains appelleraient un grand clash ? En grand clash, je ne sais pas, mais on parle de recomposition. Je crois que nous sommes toujours plutôt en phase de décomposition, plutôt qu'une phase de recomposition, et que, bien évidemment, le parti qui sera jugé le plus affaibli lors de ces municipales aura plus de difficultés lors des scrutins plus généraux qui vont suivre l'an prochain et dans 2 ans. Ça ne veut pas dire que les municipales livreront une vérité absolue, ça n'est jamais le cas. Écoutez, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Andrea Fadzi ? Non, merci Jean Colonne. Je vous remercie. Merci.